Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit évidemment dans le cadre de ce Rendez-vous du Futur puissance 20. 20, pourquoi? Parce que 20 émissions dans le cadre de ce festival Rendez-vous des Futurs. Nous sommes le 6 mai 2021. J'insiste sur la date parce que si ça se trouve, il n'est pas du tout le 6 mai 2021 quand vous regardez cette émission. Et vous avez bien raison parce que c'est aussi ça la manière de regarder maintenant des programmes. On propose en direct, on propose en replay vidéo sur toutes les bonnes plateformes et en replay audio, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes également. Ce programme, comme depuis 11 ans, est proposé, mitonné, concocté par les talents conjugués de JD Carré, de Triple C et du Cube. Installez-vous bien, on est bien et c'est parti pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler engagement, nous allons parler participation citoyenne, vie démocratique, comment remettre de l'huile dans les rouages d'une vie citoyenne qui tend à s'effriter quelque peu, comment faire en sorte que le citoyen se sente davantage impliqué ou alors s'implique davantage alors que tous les organes sont là pour qu'il puisse rejoindre tout ce qu'il faut pour s'impliquer. On va aussi peut-être se poser la question sur est-ce que finalement autrefois c'était mieux? Est-ce qu'autrefois le citoyen a déjà été plus impliqué, s'est déjà plus investi dans la chose politique? Et pour parler de tous ces thèmes, on a beaucoup de chance puisque nous recevons en plateau Sarah Durieux. Bonjour Sarah. Bonjour à tout le monde. Alors Sarah Durieux, alors moi j'ai une façon je suis un adepte de la simplicité et la simplicité, c'est pour présenter les invités, c'est de prendre la petite bio Twitter parce qu'au moins elle est actuelle, elle est courte et puis voilà, on va droit au but quoi. Alors, vous êtes directrice de Change France, autrice de Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir aux éditions First et Je le montre. Change, c'est la plus grande plateforme mondiale de pétition en ligne. Ça permet à toute personne de s'impliquer, c'est ça? Absolument, ça permet à toute personne de lancer une pétition sur le sujet de son choix, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un sujet très local, d'un sujet national, voire de se mobiliser sur des questions internationales. Merci Sarah Durieux. Loïc Blondiot, bonjour. Alors Loïc Blondiot, vous, la mini-bio Twitter, elle est vraiment mini, professeur de sciences politiques. Et en même temps, en disant ça, c'est toujours actuel. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes vice-président de l'association Démocratie Ouverte également depuis novembre 2015. Et vous êtes membre de la Commission nationale du débat public. Et je rajouterai administrateur de l'Institut de la concertation également. Ça permet de poser aussi les mots-clés qu'on va aborder. J'ai envie de commencer avec vous, Loïc Blondiot. Il va y avoir des élections très bientôt, des échéances régionales, des échéances départementales. On ne va pas forcément s'attendre, j'ai l'impression, à un engouement énorme, à des files d'attente monstrueuses dans tous les lieux où on va aller voter. Je me trompe en disant ça ou finalement, non, on parle de plus en plus des régionales, donc c'est plutôt bon signe? Non, ce que vous dites est le plus probable. D'abord, je voulais dire que je ne suis plus vice-président de Démocratie Ouverte. Voilà, le reste est vrai. Et mon identité principale, c'est effectivement d'enseigner la science politique. Mais ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que toujours très difficile de faire des prédictions sur la participation électorale, mais là, en l'occurrence, il faudra s'attendre à une nouvelle dégradation des niveaux de participation. Mais pour revenir au thème de cette conférence, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté aujourd'hui? Il faut renvoyer finalement à des définitions historiques de la citoyenneté. Vous avez insisté sur est-ce que c'est nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des moments où les citoyens ont été plus citoyens qu'aujourd'hui? Je crois que depuis 2 ou 3 siècles, s'est imposée une vision de la citoyenneté qui est la vision libérale, donc minimale de la citoyenneté. Un citoyen, c'est celui qui désigne des représentants et qui, pour le reste, est plutôt un consommateur ou un producteur, mais pas un acteur public. Et donc, c'est renouer avec une autre définition de la citoyenneté qui est un enjeu, une définition plus républicaine. Alors, pas les républicains d'aujourd'hui, mais historiquement, ce qu'a été la République, c'est effectivement le républicain, le citoyen en République, c'est celui qui acquiert sa liberté en participant à la vie de la cité et en participant à la construction des lois. Et c'est comme ça qu'on définit la liberté. Voilà, donc je voulais faire cette petite aparté historique, elle est peut-être en décalage avec vos préoccupations et avec les élections régionales, mais il est important que l'on cesse de n'être que des consommateurs et des producteurs, ce à quoi nous incite tout le fonctionnement de nos sociétés libérales tardives.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement on est citoyen, on vote, on peut agir évidemment, mais on a plus un rôle de consommateur et donc on consomme la vie citoyenne comme on consomme n'importe quel produit. Euh, Finalement, on parle beaucoup de crise de confiance. Je me demande si ce n'est pas aussi une crise de la connaissance. Je reviens juste, ce n'est pas forcément que je veux forcément en parler, hein, parce que c'est très temporel, donc c'est pas. Les régionales et départementales, est-ce qu'on sait à quoi servent ces organisations? Est-ce qu'on sait exactement le rôle du conseil régional, le rôle du conseil départemental? Je ne suis pas certain qu'on ait un vote conscient finalement. Oui, c'est sûr qu'il y a un lien entre l'importance perçue de l'institution pour laquelle on vote et l'envie de participer. On voit bien qu'aujourd'hui, à l'élection présidentielle, il y a encore des taux de participation qui sont acceptables, mais pour d'autres élections. Et le cas le plus évident, c'est l'élection européenne. Mais je crois que ça va plus loin. L'explication de cette désaffection vis-à-vis des institutions de la représentation, elle va chercher des explications plus structurelles. J'en vois deux en particulier. La première, c'est le sentiment finalement que le pouvoir politique ne peut plus véritablement changer le destin des gens, que de toute façon, ce seront toujours les mêmes types de politiques qui seront menées, et je pense qu'il y a une part comme ça de déception vis-à-vis du politique qui explique ce retrait. Et puis la deuxième problématique, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on vit avec des institutions qui sont nées à la fin du XVIIIe siècle et qui n'ont pas du tout bougé, alors que les sociétés ont radicalement changé. Les citoyens ont radicalement changé, ils sont de plus en plus éduqués, ils ont de moins en moins envie de déléguer leur pouvoir d'agir à d'autres, on le voit, il y a une multiplication d'initiatives citoyennes, en particulier locales, et donc nos structures de représentation me paraissent beaucoup trop archaïques pour épouser les évolutions de nos sociétés, et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il faut faire preuve d'imagination démocratique et redonner finalement une possibilité d'agir aux citoyens dans l'intervalle entre les élections. Sarah Durieux, j'imagine que vous ne pouvez que plus soigner, comme on dit. Oui, il y a un manque, il faut imaginer autre chose. Vous, à travers toutes les innovations, tout ce que vous avez pu voir, tout ce que vous menez avec Change, l'innovation, elle est là finalement. En fait, je partage le constat qu'il y a besoin de faire une forme de révolution démocratique pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de participer. Sur le constat de est-ce que les gens participent assez, sont-ils uniquement des consommateurs? Moi, j'ai une expérience différente justement de ce que je vois sur la plateforme, mais aussi sur d'autres initiatives. Je pense qu'il y a une véritable, pour moi, révolution de l'activisme, c'est-à-dire qu'il y a une participation citoyenne aujourd'hui par des biais qui sont peut-être un peu moins coordonnés, un peu moins organisés, mais il y a une vibration réelle, hein, on l'a vu. Donc quand même dans les 3 dernières années, on a vu les Gilets jaunes, on a vu le mouvement climat, on a vu des grands mouvements populaires comme ça s'imposer en France et qui ont été souvent au départ très organiques, donc pas forcément organisés par des associations, des partis politiques, même si après ils ont pu les rejoindre dans un second temps et leur donner une dimension supplémentaire. Donc pour moi, la vraie question, c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, je pense que la question à laquelle on doit répondre pour redynamiser cette démocratie, c'est comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on part de là où les gens sont. Et aujourd'hui, la manière dont les gens participent, ce n'est pas via des idéologies déterminées, via des organisations structurées, hiérarchiques, top-down, excusez-moi l'expression anglaise, mais justement avec une participation qui est beaucoup plus liée à des causes, à des sujets concrets qui les impactent dans leur vie, où ils vont s'organiser de manière autonome via des outils digitaux et aussi avec l'ambition de, eux, pour le coup, faire du bottom-up, c'est-à-dire d'aller amener leurs idées dans le débat public et qu'elles soient reprises. Et pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu et c'est la mission, je pense, de la société civile organisée que sont les associations, les syndicats et les partis politiques, c'est de revoir leur logiciel pour se dire on n'est plus dans une mission où on va aller donner la bonne parole, entre guillemets, et emmener les citoyens avec nous. On doit se mettre dans une posture d'humilité, aller chercher les citoyennes et les citoyens, voir de là où ils et elles partent, et leur proposer justement d'accélérer leurs initiatives, de leur donner de la parole et de leur donner les moyens d'agir concrètement ensemble. On est plus sur de l'écoute, du dialogue et de l'émotion aussi. C'est pas vous, Loïc Blondiau, qui allez me contredire là-dessus. Ah, excusez-moi Loïc Blondiau, vous avez semble-t-il un problème de micro. On me dit que qu'on ne vous entend plus. Alors, on vous entend extrêmement bas.
Alors, on essaye de regarder en régie comment faire. Peut-être sinon couper et revenir. Ça, c'est évidemment les aléas du numérique, les aléas de la visio, et on en souffre depuis plus d'un an. Vous m'entendez? Nous, alors on vous entend, mais extrêmement bas. Donc Alors, je vais parler aussi, vous entendez fort. trop bas. Je vais parler très très fort. Là, vous m'entendez? Bon, alors, Ah, c'est parfait, Loïc Blondeau. Allez-y. je voulais faire 3 remarques par rapport à ce que dit Sarah, mais très rapide. La première, oui, l'activisme, c'est vrai, caractérise la période actuelle. Il y a des gens qui se mobilisent dans les territoires, qui reprennent la main sur leur environnement, c'est tout le mouvement municipaliste ou le mouvement des communs. Ça, c'est une des évolutions importantes de la démocratie. Mais ça ne concerne qu'une minorité. C'est-à-dire que je prends par exemple les plateformes en ligne que connaît bien évidemment Sarah Durieux. Les pétitions qui fonctionnent, c'est 2 millions, 3 millions de signatures. À l'échelle du corps électoral, ça reste quand même le fait d'une minorité. Que faire de tous les autres et comment les embarquer? Deuxième remarque, oui, la crise de nos démocraties, c'est aussi une crise de la médiation politique. C'est une crise de la représentation politique. L'affaiblissement des organisations politiques traditionnelles, des corps intermédiaires, c'est une des causes majeures aujourd'hui de l'affaiblissement de la démocratie. Par quoi on les remplace? On les remplace évidemment par des plateformes, par des mouvements plus sporadiques, plus horizontaux. Mais quand on voit la manière aujourd'hui dont le pouvoir politique est sourd à toute forme de mobilisation, à toute forme de contestation, est capable finalement de ne pas entendre, il me semble que nous avons perdu d'un point de vue démocratique du fait de la déstructuration des corps intermédiaires. Cette forme d'horizontalité démocratique, elle n'est plus capable aujourd'hui véritablement de permettre aux citoyens d'exercer une influence profonde sur le pouvoir, par exemple, de refuser des réformes qui sont majoritairement rejetées par la population. Et dernier point, et ça c'est un point qui me paraît tout à fait important qu'a dit Sarah, partir de là où les gens sont, ça c'est sûr. Adopter une posture d'humilité vis-à-vis des citoyens, c'est la condition même de la mobilisation aujourd'hui. Et on le voit par exemple avec les catégories populaires, vous ne pouvez pas les embarquer alors même que vous n'écoutez pas ce que sont les problèmes de ces catégories. Et j'irai même plus loin, vous ne pouvez pas les mobiliser si vous ne partagez pas leur expérience. Et ça, c'est un point qui est absolument capital. C'est-à-dire que la distance qui est aujourd'hui entre ceux qui font de la politique et les autres est devenue telle que la crédibilité de la participation repose sur l'humilité et la proximité de ceux qui cherchent à faire participer. Oui, c'est une crise du dialogue, une crise de l'écoute, une crise du terrain finalement. Oui, et pour revenir justement sur ce que vous disiez, Loïc, je pense qu'il y a un peu une opposition entre horizontalité et structuration. Et je pense qu'on peut justement, puisqu'on parle d'innovation démocratique, s'inspirer de certaines expériences démocratiques qui ne sont pas nouvelles, je dirais, dans leur stratégie, mais qui ont retrouvé une forme d'efficacité. Je prends l'exemple aux États-Unis, en Géorgie, quand on voit le travail qui a été fait notamment par Stacey Abrams, qui a réutilisé justement l'idée de l'organisation locale collective pour faire remonter ensuite une participation électorale très très forte lors des dernières élections, ce qui a permis d'ailleurs aux démocrates de gagner à nouveau la Géorgie. Je pense que c'est un exemple qu'on devrait regarder avec intérêt en France. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est pas la tyrannie de l'horizontalité et dire on ne veut aucune organisation, aucune structuration, parce que je suis d'accord qu'on ne gagne pas le pouvoir, on n'atteint pas le pouvoir sans organisation structurée. Cependant, ces organisations, elles doivent être le fait, elles doivent être organisées et dictées par les premières personnes concernées, que sont les citoyennes et les citoyens sur leur territoire. Et vraiment, on voit d'ailleurs dans certains milieux, ce n'est pas encore très grand public, mais le retour en force de l'idée de l'organisation de communauté comme un outil vraiment
efficace d'organisation, notamment par le digital, mais aussi sur le terrain. Donc on voit comme il y a plein d'initiatives qui sont lancées aujourd'hui pour redonner un peu de dynamisme sur les territoires et donc permettre aux gens de se structurer. Et puis la dernière chose pour moi, je pense qu'il y a un élément qui est indispensable pour remobiliser les gens, c'est aussi la question du personnel politique et des personnes qui doivent nous représenter. Et pour moi, ça c'est la continuité entre guillemets de cette organisation locale et de communauté, c'est qu'on peut faire émerger de nouveaux leaders qui sont des gens qui sont issus des communautés, qui sont mobilisés sur des sujets qui les concernent et qui vont donc se sentir représentés et vont avoir envie de voter pour ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'on a vu émerger des programmes en France, par exemple, comme le programme Investi, qui est un programme de préparation à la pratique politique pour les femmes qui sont pour la plupart des femmes qui ne sont pas du milieu politique, mais qui sont activistes engagées sur leur territoire et issues aussi de groupes qui sont sous-représentés en politique, ou plus récemment, une autre initiative qui s'appelle Open Politics, qui a aussi pour objectif de former une nouvelle génération de personnes qui pourront représenter ces communautés organisées. Donc pour moi, c'est l'organisation locale, la question des personnes et puis finalement aussi la question du récit, la question de c'est quoi notre nouvel imaginaire collectif. Et là, il y a un travail indispensable à faire parce qu'aujourd'hui, le seul récit qui est entendu, c'est le récit de l'extrême droite, c'est le récit de la radicalisation de ces personnes qui ont envie justement de parler de peur et de donner une solution qui n'est que le repli, la haine et la violence. Et donc, on a besoin d'avoir un récit différent également. Et est-ce que quand on accompagne ces femmes, ces hommes à s'engager, à y croire à nouveau, est-ce qu'on leur dit justement, est-ce qu'on leur dit bien, de manière un peu cash, que l'engagement c'est énormément de temps, que l'engagement local notamment, même quand on n'est pas forcément responsable de ce qui se passe autour de soi, pour tous les autres citoyens autour de nous, finalement on est quand même redevable, on doit être solidaire d'absolument toutes les décisions tout le temps. Est-ce qu'on dit suffisamment aussi est-ce qu'on explique la dureté du politique? Moi, ce que je constate de mon œil complètement extérieur, c'est que même quand on est de la société civile, finalement, on est très vite rattrapé par un combat politique, par des idées contre des idées, mais des idées qui ne sont pas forcément très modernes. Et finalement, on est aussi toujours taxé, et ça c'est tout le monde en ce moment, toujours taxé d'être mal élu, d'être toujours élu par seulement ceux qui votent. Alors l'œuf, la poule, comment on fait? Justement, c'est ça. Pour moi, en fait, je n'oppose pas activisme et développement de la participation pour des élections. Donc en fait, pour moi, représentation politique est aussi valable que activisme du terrain. Je m'explique, je pense que si les gens commencent par d'abord reprendre le pouvoir sur leur territoire en s'organisant collectivement sur des sujets très concrets, par exemple la préservation d'espaces naturels ou des politiques publiques qui permettent de lutter contre la pauvreté sur leur territoire, et s'ils gagnent ce pouvoir, c'est pour ça que moi mon livre s'appelle Reprendre le pouvoir, parce que c'est cette idée-là aussi, c'est comment on réfléchit et on imagine et on se rend compte que finalement on a plus de pouvoir qu'on croit, reprendre du pouvoir sur soi-même, réaliser qu'en fait on peut changer les choses, ça peut être aussi un levier ensuite de participation électorale, avec bien sûr les bonnes personnes, comme je disais à l'instant, qui vont pouvoir nous représenter. Donc pour moi, c'est pas aller voir les gens et leur dire on vous prévient, ça va être super difficile, c'est vraiment très dur la politique. Non, en fait, on vient les voir en leur disant qu'est-ce que vous avez envie de changer concrètement. Sortons de la question de l'appareillage politique, plus qu'est-ce qui est vraiment important pour vous de changer aujourd'hui, comment voulez-vous vous organiser pour changer ces choses-là, et à vous de décider votre agenda, à vous de décider la manière dont vous allez faire les choses. Donc vraiment, c'est très difficile à mettre en œuvre parce que moi, par exemple, le mot de participation me pose problème aujourd'hui. On n'est pas dans une idée de participation comme si on donnait une faveur aux gens en leur disant on va vous ouvrir la porte, on va vous faire participer. Non, en fait, on doit juste se mettre en retrait en tant que facilitateur, en tant qu'organisateur et organisatrice de ces mouvements et dire en fait, vous êtes les meilleures personnes pour choisir du destin commun de la France et de votre communauté en particulier. Loïc Blondiau, oui, le destin commun, c'est notre bien commun et finalement, il faut juste se souvenir qu'on doit être tous solidaires de notre bien commun. Bien sûr, la démocratie, c'est l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision collective. Donc, on sortira jamais de cette définition-là. Mais pour revenir à ce que vous disiez et à ce que disait Sarah, la question du temps, c'est une question absolument centrale. En fait, il faut réorganiser les temps sociaux pour changer la démocratie. Il faut d'abord que les citoyens puissent avoir du temps disponible. Du temps, quelqu'un parlait de temps de cerveau disponible. Il y a du temps de cerveau disponible et il y a du temps de matériel qui doit pouvoir être consacré à la vie politique. Peut-être pas
tout le temps d'une vie, mais à certains moments, il faut pouvoir trouver cette disponibilité qui me paraît absolument essentielle. J'étais au comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens qui ont travaillé, qui ont énormément participé à la réalisation de ce qui m'apparaît comme une forme de réussite démocratique, ont dû libérer du temps. Il a fallu leur permettre cela, il a fallu les défrayer, et c'est quelque chose de compliqué. Deuxième point, la professionnalisation de la vie politique. Par rapport à ce que vous disiez de la dureté de la vie politique, l'hyper-professionnalisation de la vie politique, le fait que la responsabilité politique devient une forme de métier auquel on se consacre à plein temps, à plein d'effets pervers. Premier effet pervers, la profession politique, du coup, n'attire que ceux qui ont envie de pouvoir. Parce que c'est cette envie de pouvoir qui compense les nombreux désagréments de l'activité politique. Donc, il y a plein de gens qui s'en désintéressent justement par rapport à ce que vous dites. Parce que les gratifications, en tout cas individuelles, ne sont pas à la hauteur des sacrifices au nom du collectif. Donc il faut déprofessionnaliser la vie politique. Ça me paraît être quelque chose de très important. Comment en interdisant le cumul des mandats dans le temps, mais aussi en diffusant le tirage au sort. Alors évidemment, on ne va pas confier à des assemblées citoyennes la décision politique. Il y aura toujours des élus pour, à la fin, avoir le dernier mot, mais pour introduire finalement des sensibilités, des expériences, des réflexes nouveaux. Les 150 citoyens de la Convention n'avaient pas de perspective de réélection. Ils n'avaient pas de lien avec des clientèles électorales. Ils n'avaient pas d'intérêt personnel à défendre. Et c'est ce qui leur a permis de se caler au niveau de l'intérêt général. Dernière remarque sur la représentation que chacun a de lui-même. Il y a un enjeu phénoménal. Aujourd'hui, on a un système scolaire qui contribue à détruire chez les citoyens le sentiment qu'ils sont légitimes, ce qui produit beaucoup de frustration, ce qui produit beaucoup de ressentiment. Et donc, il y a déjà à la base, dans nos systèmes éducatifs, des mécanismes qui défont la citoyenneté, qui défont la démocratie. Il faut revenir sur ces mécanismes. Et je crois beaucoup. Alors là, il y a plein de dispositifs, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'organisations qui essayent de faire ça. Je crois beaucoup par ce passage par l'émancipation individuelle, par la transformation individuelle qui permettra finalement l'engagement au service du collectif. Par exemple, ce que fait un groupe comme l'Université du Nou, qui en fait reprend des techniques de développement personnel pour que chacun finalement puisse reprendre la main et puisse affronter l'épreuve du collectif, parce qu'effectivement c'est une épreuve, parce qu'effectivement c'est compliqué et parce que jamais nous ne pourrons avoir une démocratie pure et parfaite. Il faudra toujours qu'il y ait des gens qui consacrent plus de temps et plus d'engagement. On est toujours dans cette émission Rendez-vous des futurs avec Sarah Durieux et Loïc Blondiau. Je vous propose une petite résonance. Une petite résonance, c'est un extrait d'une précédente émission. Après tout, après 11 ans, on peut aussi montrer qu'on a aussi un patrimoine et qu'on en est plutôt fiers. Julia Cagé était venue nous voir en début d'année d'année dernière, donc juste avant le début de la crise sanitaire. On regarde ça et puis on rebondit derrière. Cet aspect du financement a pris une telle importance qu'on a des candidats qui se mettent finalement à ne parler qu'à ceux qui vont les financer et plus à l'ensemble des citoyens. Et donc on a des citoyens qui se disent « oui, j'ai un vote, mais je n'ai pas de voix ». Et donc si j'ai un vote et je n'ai pas de voix, finalement, à quoi ça sert pour moi d'aller voter ? Puisqu'à l'arrivée, ce vote n'aura aucun effet réel. Et ça explique la montée de l'abstention d'une part, et de manière encore plus grave, ça explique la montée des populismes d'autre part. J'ai un vote, mais j'ai pas de voix. Sarah Durieux, comment on peut
On peut le comprendre. Les travaux de Julia Cagé sont vraiment hyper intéressants et je pense qu'ils sont en complément de ce que nous on dit. C'est-à-dire qu'on se focalise, j'ai l'impression aussi, et nous c'est nos métiers, donc en tout cas moi en particulier, donc c'est normal, on se focalise beaucoup sur les citoyennes et les citoyens, ce qu'on peut les aider à faire, comment on peut les accompagner, ce qu'ils et elles devraient prendre comme responsabilité. Mais c'est vrai qu'il y a des structures de pouvoir aujourd'hui qui nous empêchent aussi de changer nos systèmes. Donc je pense que les travaux de Julia Cagé sont un très bon exemple de comment le financement de la vie politique est un problème, mais j'irais même plus loin, le financement de la vie associative, le financement de l'activisme. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des organisations, que ce soit les organisations de jeunesse autour du mouvement climat, que ce soit les organisations qui travaillent justement sur les sujets dont je vous parlais, d'organisations de communauté, sont financées par des fondations qui sont des fondations étrangères, qui sont des fondations qui sont américaines, etc. Donc le problème, c'est pas que l'argent vienne de l'étranger, c'est qu'il y a un manque de soutenabilité de ces modèles-là. Et en fait, on l'a vu beaucoup d'ailleurs dans les pays de l'Est européens, où il y a eu énormément d'argent qui a été injecté dans des groupes qui pouvaient aider à des mouvements pro-démocratie. Et puis en fait, le focus a changé. Les funders, les financeurs ont changé leur centre d'intérêt et ont abandonné ces organisations qui aujourd'hui s'écroulent parce qu'elles n'ont plus de financement. Donc j'ai envie d'aller encore plus loin que ce que dit Julia Cagé, mais pour revenir justement sur nos systèmes politiques en France, il y a la question du financement, il y a la question de l'administration publique, et à ce titre, il y a un livre assez intéressant qui a été publié par Chloé Morin, qui s'appelle Les Inamovibles de la République, qui parle de comment fonctionne aussi notre administration en France, comment ça peut être à la fois une sécurité, mais aussi un frein à des réformes. Donc il y a plein de choses comme ça, je ne pourrais pas tout citer, je suis sûre que Loïc aura plein d'autres exemples, qui font qu'il ne s'agit pas que de ce que les citoyennes et les citoyens peuvent faire, mais aussi de comment on change les structures de pouvoir et comment on s'assure d'une éthique et d'une soutenabilité de nos modèles démocratiques. Merci Sarah Durieux, mais comment on change les structures du pouvoir, sachant que les structures du pouvoir se changent aussi de l'intérieur par les administrations et par les politiques. Les associations sont financées aussi souvent évidemment par des fonds publics, et les fonds publics sont des financements fléchés par le politique aussi. C'est toujours le serpent qui se mord la queue, Loïc Blondiot. Deux remarques. D'abord, oui, le financement, y compris de la démocratie, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, la manière dont les associations, je pense notamment aux associations d'éducation populaire, ont été domestiquées par une transformation de leur financement, par le fait qu'on les amène à répondre à des projets, donc à des commandes, en les finançant beaucoup moins de manière structurelle et durable, a considérablement affaibli les contre-pouvoirs dans nos sociétés. Donc c'est un problème majeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Ceux qui ont le pouvoir, les acteurs, les forces, les organisations qui ont le pouvoir, ont bien compris qu'elles avaient tout à fait intérêt à domestiquer les espaces qui étaient susceptibles de faire naître des oppositions. Il y a le financement des associations, de la vie associative, mais il y a le financement de la recherche. Il y a le financement de la recherche publique. On est en train de dévitaliser d'un certain point de vue la recherche publique en modifiant et en abaissant très clairement ces financements. Par exemple, moi, je suis prof de sciences politiques, vous l'avez dit, c'est mon identité, etc. Mais le rôle que je peux être amené, le rôle critique que je peux être amené à jouer dans la société parce que j'ai un statut, parce que je suis financé par l'État, il est en train de disparaître. C'est-à-dire que très rapidement, d'ici quelques années, mes successeurs vont devoir courir de contrat en contrat, tout en étant précaires, et n'auront plus cette assise qui leur permettra de porter une parole d'interpellation ou de critique du pouvoir. Donc ça, c'est un point qui me paraît absolument central. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister sans être trop long, mais je vais dire les choses, pour ce qui est de sauver nos démocraties, de les transformer et de les réparer, toutes les stratégies, ou presque, sont bonnes. Il y a une stratégie qui n'est pas bonne, c'est celle du populisme qui prétend reproduire des formes d'unité, de rassemblement en niant le conflit autour de leaders et d'un renversement complet des institutions démocratiques. Ça, c'est la mauvaise solution. Mais la solution qui consiste à s'intéresser aux institutions, au financement, aux partis politiques, c'est une bonne stratégie. La stratégie qui est la mienne, qui est de développer des formes d'innovation démocratique qui permettent aux citoyens de participer. C'est une bonne stratégie. Les stratégies qui consistent localement
à essayer de reprendre le pouvoir sur des territoires, sur des communs partagés, etc., qui essayent de refaire la démocratie par le bas, ce sont des bonnes stratégies. Et la pire des choses serait de les opposer. Hein. La situation est tellement désastreuse, le risque est tellement proche d'un effondrement de nos institutions démocratiques qu'il ne faut négliger aucune option pour essayer soit d'éviter le pire, soit mieux d'essayer de changer un peu les choses avant qu'il ne soit trop tard. Oui, Loïc Blondiot, mais finalement, est-ce qu'on peut aussi se dire que les populismes, ce ne sont pas les seuls, le terrain leur a été laissé, ce ne sont pas les seuls qui donnent des horizons, qui cap. Et du coup, on se visualise dans un cap. Comment fait-on dans ces cas-là? Pour l'instant, la situation est extrêmement compliquée parce que, grosso modo, l'extrême droite, alors le terme de populisme mériterait beaucoup de discussion, mais l'extrême droite est la seule à proposer une alternative, une restauration de l'autorité politique et un espoir de représentation pour les catégories qui sont et les électeurs qui sont les plus éloignés et désabusés vis-à-vis de l'action politique. Il n'y a pas d'autres projets alternatifs. Il pourrait y avoir le projet écologique, hein, associé à la justice sociale, mais ce projet, on voit bien comment aujourd'hui il est attaqué avec extrêmement de violence. On voit bien les campagnes de dénigrement des élus écologistes. Il est attaqué par des gens pour qui finalement le grand mariage du néolibéralisme et de l'autoritarisme est l'avenir de nos systèmes politiques. Aujourd'hui, c'est soit le néolibéralisme autoritaire, c'est-à-dire des gouvernements néolibéraux qui manient de plus en plus souvent et fortement la répression, soit des gouvernements autoritaires qui vont voir le jour, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Modi, tout en faisant des politiques néolibérales qui sont des politiques, de mon point de vue, d'injustice sociale. Voilà, c'est ça notre avenir. Honnêtement, je suis incroyablement pessimiste, tout en continuant à suivre le précepte de Gramsci, hein, le pessimisme de la raison, de la lucidité et l'optimisme de la volonté. C'est la seule chose qui nous reste. Merci Loïc Blondiot. Le temps file, on est vraiment à la fin, mais Sarah Durieux. Alors, Loïc Blondiot nous dit qu'il est incroyablement pessimiste. Vous, Sarah Durieux, vous vous sentez comment? Je pense que je suis pessimiste sur le temps court, mais je considère que en fait, l'histoire de l'humanité, c'est une constante bataille pour la liberté et pour l'humanité. Donc je pense qu'on est à une étape qui est difficile à passer, en particulier pour les personnes qui sont les plus impactées par ces politiques publiques. Je pense qu'il faut le rappeler aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux et pas tous égales face à ces répressions, face à ces réductions de nos libertés. Par contre, je pense que dans toute crise vient des opportunités, et quand Loïc évoque ces multiples initiatives qui sont en train d'émerger, je suis d'accord qu'on n'a jamais vu autant de bouillonnement, d'initiatives, de créativité, et sans parler des dispositifs qu'on a évoqués, qui sont des dispositifs très politiques et démocratiques. Rien que voir ce qui s'est passé pendant la crise Covid nous montre qu'en France, sur les territoires, les gens sont prêts dans les crises à se retrouver, à trouver des solutions ensemble. Donc je pense que justement, on a beaucoup parlé du monde d'après, je pense que c'est devenu un peu ça a perdu un peu de son sens. Donc sans parler du monde d'après, mais en tout cas de se dire que on doit saisir toutes ces initiatives, les accompagner au maximum, les rejoindre quand on peut le faire, et surtout s'assurer de se coordonner. Et je pense que ça, c'est important. C'est quelque chose que la société civile ne fait pas assez. On est trop dans une logique de concurrence. Donc la coordination de toutes ces initiatives, elle est cruciale, elle est importante. Et c'est ça aussi qui, pour moi, fera la différence pour rétablir ces systèmes démocratiques. Après, je pense en effet une période qui va être très compliquée. Merci beaucoup Sarah Durieux. Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir aux éditions First. Il faut reprendre le pouvoir et toutes les stratégies sont bonnes pour ça, sauf certaines, sauf les plus radicales. Merci beaucoup Loïc Blondiot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été proposée par JD Carré, Triple C et Le Cube. Bien sûr, si vous en avez l'envie, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.